Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Bonjour. Emmanuel. Bonjour, merci Flavie. Merci d'être présent avec nous aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Du coup, sur un sujet, je pense, qui intéresse énormément au vu du nombre de participants et d'inscrits. Aujourd'hui, avec Emmanuel, nous allons parler de troubles digestifs, de syndrome d'intestin irritable, de régime FODMAP et il va surtout nous présenter le protocole. Il le fera bien mieux que moi, mais simplement pour que vous sachiez, les personnes qui ne connaîtraient pas encore du coup Emmanuel, c'est le fondateur d'un moteur de recherche, FODMAPpedia. Il présentera aussi bien mieux que moi et je te laisserai le faire. Juste une petite parenthèse pour que tout soit clair. Au niveau pratico-pratique, vous le voyez, il y a possibilité évidemment d'échanger durant toute la présentation dans l'onglet discussion, donc n'hésitez pas. Si vous avez par contre des questions à poser directement à Emmanuel, n'hésitez pas à le faire dans l'onglet Q&A. Je sais qu'on est beaucoup aujourd'hui, donc ce sera plus facile aussi pour moi pour trier et pour vraiment pouvoir répondre à un maximum de vos questions. Donc n'hésitez pas, mais faites-le s'il vous plaît au bon endroit. Emmanuel, je te laisse la parole, je te laisse la main sur la présentation et profitez-en bien tous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Ouais, ces questions, posez-les au fil de l'eau, ça sera plus simple pour vous et on y répondra vraiment à la fin, une session questions-réponses qui sera dédiée. Donc aujourd'hui, on va présenter un peu ce protocole FODMAP. C'est pour vous si c'est une sorte d'initiation plus. C'est pas dédié à une très grande expertise du protocole. J'espère que vous me voyez, vous m'entendez bien. Si vous pouvez le mettre en commentaire, sinon pas la peine que je parle dans le vide. Donc moi à la base, donc voilà, comme l'a dit Flavie, j'ai créé FODMAPpedia. Pour vous dire d'où je viens, moi j'ai dit que j'ai pas de légitimité médicale parce que je suis un patient. Je suis diagnostiqué SI et FODMAPpedia, c'est l'outil que j'aurais voulu avoir. J'ai créé ça en 2019. Et moi, mon SI, c'est 2017. Donc, je diagnostique rien, je ne suis pas gourou santé, chacun son rôle. Hein. Pour moi, le médecin, il diagnostique la maladie, le professionnel qui accompagne après un naturo, une diète ou autre, va accompagner le patient. Et moi, je fais de la vulgarisation sur la partie vraiment très pratique de ce qui existe, les aliments, les recettes, mais chacun son rôle, et je suis un allié naturel des accompagnants. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Le protocole FODMAP, à la base, il faut vraiment comprendre, ça a été créé pour le syndrome d'intestin irritable. Hein, sa validation scientifique est très forte sur le syndrome d'intestin irritable. Je veux juste rappeler l'importance du diagnostic, parce qu'on a beaucoup de maladies qui peuvent avoir des symptômes très proches de ce syndrome d'intestin irritable, hein, ou SI. Il ne faut vraiment pas passer au travers, que ce soit la maladie cœliaque, que ce soit une MICI, que ce soit un cancer colorectal. Vraiment, ça peut être très proche et il y a un autodiagnostic qui est assez fort dans les gens suspectent cette maladie. D'ailleurs, le diagnostic du SI n'est pas toujours évident à faire. Donc voilà, quand vous suspectez ça, envoyez-les chez un ou une gastro-entérologue. C'est, je pense, important de rappeler ça. Mais au-delà du SI, ça s'est vraiment beaucoup élargi parce qu'on voit qu'il y a d'autres personnes qui souffrent d'autres maladies et pour lesquelles ça c'est en train de gagner ses lettres de noblesse, ça marche plutôt bien. Et souvent, on s'est rendu compte que le SI, il vient en plus. C'est vraiment des comorbidités de ce genre de maladie. La méthodologie n'est pas toujours la même, particulièrement pour le SIBO, mais il y a une méthodologie commune une base qui peut rester là, et les patients qui essaient en tirent de grands bénéfices. Donc l'endométriose, c'est vraiment extrêmement courant avec la fibromyalgie comme comorbidité SI. On va se focaliser sur la partie digestive d'endométriose. Certains médecins appellent ça, est-ce que c'est une endométriose digestive? D'autres vont dire, en fait, la partie gynécologique, c'est l'endométriose, et la partie digestive, c'est un SI que vous avez. C'est les deux. Donc, sur la partie SI, le régime FODMAP marche bien dans ce cas-là. Et voilà, on voit bien que ces symptômes digestifs, ils sont très fréquents, surtout en période menstruelle d'ailleurs. Faut pas tout attribuer au FODMAP, mais il faut faire attention s'il y a déjà des restrictions chez des patientes qui sont fragilisées. Je vous parlerai un peu plus tard du protocole FODMAP allégé, qui est vraiment pertinent pour ce genre de patientes. Fibromyalgie, dans plus de 50% des cas, il y a des troubles digestifs très fréquents.
Et puis ça partage avec le SI une hypersensibilité centrale. Ces mécanismes fonctionnent, ça vient un peu au même endroit, la même source. Le protocole, il marche bien sur les douleurs abdominales, confort digestif et la fatigue, selon les patients. Après, il ne faut pas surévaluer les effets. L'impact, il est modéré, mais bon, ça peut améliorer quand même la qualité de vie globale de votre patient. Pour les MICI, on va se focaliser sur c'est les MICI en rémission clinique, mais qui ont quand même ces symptômes de type SI. Donc le SI, c'est ballonnement, constipation, diarrhée, poids sur l'estomac, et gaz. C'est vraiment ça, ces symptômes-là qui doivent vous alerter. Dans tous les cas, là, se faire accompagner par un professionnel de santé quand on a ces comorbidités, c'est vraiment indispensable. Le SIBO, donc j'insiste, c'est pas un traitement du SIBO, hein, le régime FODMAP, c'est plutôt à considérer comme une approche symptomatique en attendant ou en parallèle d'un traitement ciblé. Parce que aujourd'hui, il y a tellement de chapelles sur le SIBO, c'est difficile de savoir exactement ce qui peut fonctionner pour quel patient, mais voilà, c'est un outil disponible. Syndrome de fatigue chronique aussi, ça peut aider à réduire l'inconfort digestif quand c'est des symptômes qui sont là chez ces patients, c'est pas rare non plus. Il ne faut pas imposer une éviction trop stricte si la fatigue elle empêche de cuisiner ou de planifier. Là encore, le protocole simplifié dont je vais vous parler est très intéressant. Et la dernière autre pathologie intéressante pour les FODMAP, c'est le SPA. Il ne faut pas attendre d'impact sur les douleurs articulaires, hein, mais dans une approche globale, ça c'est très intéressant. Voilà, donc c'est vraiment un niveau de preuve scientifique très élevé sur le SI. Côté preuve, c'est moins élevé sur ces autres pathologies, mais ça progresse. Il y a de plus en plus d'études qui montrent son intérêt sur toutes ces maladies. Donc, il faut le réserver aux bons candidats et vraiment se faire accompagner. J'insiste encore une fois là-dessus. Allez, les FODMAP, qu'est-ce que c'est? Donc vraiment, c'est un acronyme anglais, hein, et ces lettres elles représentent une famille d'ingrédients qui peuvent poser problème. Donc on parle de sucre fermenté cible. F, c'est ça, c'est pas une famille en soi, mais c'est pour introduire que c'est ce côté fermenté cible qui va créer ces troubles-là. O pour oligosaccharides, D disaccharides, M c'est les monosaccharides et les polyols. Alors dans les oligosaccharides, fructane, galactane, donc l'inuline est là-dedans, très présent. Les disaccharides, bien sûr, c'est le lactose. Le monosaccharide, alors c'est pas tant le fructose que l'excès de fructose par rapport au glucose qui pose problème. Donc un kiwi qui est très riche en fructose ne pose pas de problème parce qu'on a un ratio glucose-fructose qui est de 1. Le miel, c'est un aliment qui est très déséquilibré sur ce point de vue-là, va causer problème chez certains patients. Donc faut pas exclure tout le fructose, c'est pas l'idée. Et le polyol, on retrouve dans sorbitol, mannitol, xylitol. Donc on retrouve ça où? Fructane, galactane, ça se retrouve dans l'oignon, l'ail, le blé, beaucoup de légumineuses, quasiment toutes les légumineuses malheureusement, tous les produits laitiers pour le lactose. Et pour sorbitol, mannitol, c'est très varié. Ça peut être des champignons, quasiment tous les champignons sont riches en polyol. L'avocat est riche en sorbitol. Les courges sont très souvent riches dans ces familles-là. Des choses comme les chewing-gums, bien sûr, avec les xylitol. Donc ça se retrouve un peu partout. Ce protocole FODMAP, hein, c'est un protocole en 3 étapes. Alors, phase 1, c'est une alimentation pauvre en FODMAP assez stricte pendant quelques semaines. Après, on réintroduit, on fait des tests de réintroduction. Et puis, quand on a les réponses aux tests de réintroduction, on personnalise et on est en phase de croisière. Je vais vous détailler ça un peu. Donc, il s'agit d'un test d'éviction ciblé. Ce n'est pas un régime à vie, hein. Donc, l'objectif de cette phase 1, c'est simple, c'est de savoir si, quand j'ai retiré les FODMAP, est-ce que le patient voit ses symptômes diminuer? Si oui, fantastique, on tient une piste. Sinon, soit c'est pas la bonne stratégie, ça marche pas pour tout le monde, mais c'est pas rare non plus que là, il faut qu'on se plonge dans son implémentation, soit elle n'est pas bien respectée, la personne elle continue de manger des aliments riches en FODMAP, donc sans le savoir, hein, la plupart du temps. Voilà, c'est ça qui peut expliquer ces symptômes. Donc l'usage et l'analyse du journal alimentaire est très intéressante pour le pro là-dedans.
C'est vraiment court, ça doit durer 2 à 6 semaines maximum et il faut vraiment insister avec les patients sur son caractère temporaire. Sinon là, c'est quoi? C'est des carences, c'est des troubles du comportement, c'est de la rigidité alimentaire, c'est le microbiote qui s'appauvrit et c'est beaucoup de critiques du régime FODMAP qui se focalisent là-dessus. C'est que on a l'impression que les gens vont rester, et c'est le cas malheureusement pour certains patients qui ne sont pas accompagnés, ils restent là-dedans parce qu'ils ont trouvé un confort et leurs symptômes ont diminué, mais ils ne passent pas aux phases suivantes et c'est problématique sur le long terme, c'est pas tenable. Donc qu'est-ce qui se passe? On exclut temporairement tous les aliments qui sont riches en FODMAP, mais on peut parler de, souvent ça s'appelle la phase 1, on appelle ça une phase d'exclusion ou phase d'éviction. C'est pas vraiment le bon terme. Il faut vraiment se focaliser sur la substitution. On ne supprime pas pour remplacer par rien. Le but, c'est vraiment de garder les assiettes pleines. Et un exemple tout bête, voilà, au dessert, plutôt que de manger une pomme ou une poire qui va être riche en FODMAP, voilà, c'est pas de dessert, c'est une orange, on remplace par quelque chose d'à peu près équivalent qui elle, va être faible en FODMAP. Et je veux insister sur le fait que c'est pas le régime sans FODMAP, comme le sans gluten, mais c'est pauvre en FODMAP. Ça change vraiment tout. Ça permet quand même de garder une certaine quantité de certains aliments. Enfin, je voulais parler du blé, c'est tout bête, mais une tranche de pain normale est tout à fait faible en FODMAP. Ça permet de rendre beaucoup plus facile à vivre sur le long terme, et puis ça permet de nourrir le microbiote, beaucoup plus facile pour la suite. La phase 2, là, c'est des réintroductions ciblées. C'est la phase la plus technique, mais c'est la plus révélatrice. Et en fait, les patients se disent qu'ils sont un peu intolérables. C'est pas tous les FODMAP qui peuvent pas manger. Ou, généralement, c'est 1 à 2 familles qui posent problème. Donc, il faut identifier. Donc, on teste chaque famille de FODMAP une par une. C'est pas aliment par aliment, c'est vraiment des familles que je vous ai citées tout à l'heure, donc les fructanes, les polyols, le sorbitol. Et donc, on va se rendre compte qu'ils tolèrent le lactose, mais pas les fructanes. Ou ils tolèrent le sorbitol à faible dose, mais pas en grande quantité. Voilà, il y a une notion de gradation. On est vraiment dans le monde des intolérances. Donc, c'est de l'essai-erreur personnel. Il n'y a pas de test qui peut permettre de décrire ça en avance. Et c'est vraiment cette méthodologie qui va permettre de trouver. Et du coup, cette phase 3, c'est là où on rentre dans la personnalisation. C'est le moment où on arrête de suivre un régime pour vivre un peu avec son alimentation. Et l'objectif, c'est d'élargir au maximum tous ces aliments qui ne posent pas de problème. Donc, on reprend cette logique par famille. Toutes les familles qui sont bien tolérées, on réintroduit sans restriction. Celles où on voit qu'elles posent problème à partir d'une certaine quantité, on les réintroduit une quantité faible ou modérée. Et celles qui sont mal tolérées, on les évite provisoirement. Pourquoi? Parce que cette phase de croisière, c'est une phase vivante. Les tolérances, elles changent. Ce microbiote, il peut évoluer. Le stress qui peut déclencher des troubles peut diminuer. L'intestin, il va se réparer. Et en fait, ce qui était mal toléré hier va ne plus poser problème aujourd'hui ou demain. Donc, on dit que c'est important de refaire le point. Généralement, c'est tous les 6 mois, tous les ans, pour faire des sortes de retests. Je vais retester cette famille des galactoligosaccharides qui me posaient problème. Et là, je me rends compte que, en fait, j'ai pas de problème avec, et que je peux réintroduire la famille entière. Ça simplifie, et c'est vraiment extrêmement courant. Est-ce qu'on ne sait pas trop, de toute façon, pourquoi cette maladie est arrivée? On ne sait pas non plus pourquoi elle repart, mais est-ce que c'est parce qu'on a arrêté d'agresser son microbiote avec les aliments qui posaient problème, qui s'est réparé? Est-ce que parce qu'on a réglé des problèmes de stress? Il y a forcément un cercle vicieux. Les gens anticipent leur maux de ventre, ça les stresse, et ce qui va aggraver encore plus. Bref, honnêtement, 2-3 ans après être passé en phase de croisière, on se rend compte qu'il y a beaucoup de patients, quand ils ont conscience de ça, de cette logique de retest, qui vont réellement réintégrer potentiellement toute l'alimentation, et ça change forcément la vie. Donc le but, c'est pas de figer inutilement l'alimentation. Je vais faire un point sur l'efficacité et la légitimité scientifique des FODMAP, parce qu'on entend beaucoup de choses là-dessus. Faut bien se rendre compte que l'amélioration des symptômes, elle est significative. On parle les études les plus sérieuses, c'est dans les 70% de patients pour qui leur ballonnement, leur douleur, leur trouble digestif réduisent très fortement, et ça devient
très vivable pour eux. Et ça peut être très rapide. C'est dès les premières semaines, sinon de toute façon, c'est que c'est pas la bonne piste, ou alors elle était mal mise en place, quand c'est pas les premiers jours. C'est vraiment extrêmement courant qu'en quelques jours, de toute façon, au bout de 3 semaines, si la phase 1, elle n'a pas des signes positifs, il faut revoir quelque chose. Donc c'est vraiment rapide. C'est une piste, c'est un outil, c'est FODMAP, qui se montre supérieur aux médicaments. Ça s'est vu. Là, je vous ai mis en bas à droite une étude de The Lancet. Donc, on fait quand même difficilement mieux en termes de légitimité médicale et scientifique. Elle a pas mal fait parler d'elle, cette étude l'an dernier. Parce qu'on a vu que, comparé 2 cohortes de patients, elle est quand même elle est bien construite, elle est solide, et ceux qui suivaient le protocole FODMAP, la réduction de la sévérité de leurs symptômes, c'était pour plus de 70% d'entre eux, quand ceux qui étaient traités par médicaments, c'était 58% d'entre eux. Donc c'est quand même intéressant en complément ou en remplacement d'une piste allopathique, ça marche très bien. C'est un régime qui est validé, il y a un consensus mondial là-dessus. Vous savez peut-être que c'est l'université de Monash, en Australie, à Melbourne, qui est à la base de tout ça. C'est une université solide, mais ça a été répliqué et validé vraiment en Europe, aux États-Unis, en Asie, dans beaucoup de grandes universités. Ça marche très bien, et que c'est recommandé vraiment par les sociétés de gastro-entérologie de nombreux pays. Alors il y a des guerres de chapelle sur est-ce que il y en a pas quand même beaucoup qui le recommandent en première intention, malgré le niveau de preuve qui est quand même très solide là-dessus. Je pense que c'est en train d'évoluer, et qu'il y a une grosse différence entre le faire tout seul et le faire en étant accompagné. Donc ouais, moi c'est un grand message que je répète. Pourquoi l'intérêt du professionnel de santé pour ce patient, c'est que seul, on se rend compte que c'est vraiment très difficile, on s'en rend compte un peu trop tard. Il y a un gouffre en fait entre la théorie et la pratique, c'est que le patient doit réinventer sa façon de manger, que ce soit chez lui comme à l'extérieur, de cuisiner. Quand il y a un contexte familial, est-ce que je dois enlever les oignons pour tout le monde et que du coup il y a des carences pour tout le monde? Bref, c'est pas toujours simple. Il faut réinventer sa façon de faire les courses. On est perdu les premiers jours quand on est dans les rayons de supermarché. Et que quand on se renseigne un peu, on voit qu'il y a quand même peu de sources qui existent. Elles sont pas mal anglo-saxonnes. Il y en a beaucoup qui sont contradictoires. En fait, ça a beaucoup évolué, donc il y a beaucoup d'infos complètement dépassées, peu fiables. Et puis il y en a beaucoup qui sont inadaptés à notre culture culinaire, parce que quand on voit beaucoup de sources anglo-saxonnes, c'est ni les produits qu'on achète chez nous, ni la saison, ni le style de recette qu'il y a chez nous. C'est pas évident de savoir quoi se faire à manger au début. Se faire accompagner, c'est important pour éviter les erreurs classiques des patients, parce que il y en a beaucoup qui vont exclure des aliments qui sont quand même compatibles. Pareil, on peut faire ça par erreur. Donc en gros, il y a des privations inutiles, ça leur rend plus compliqué inutilement, et ils vont développer des carences. Et qu'en parallèle, ils vont continuer à manger des aliments interdits dans cette phase 1, toujours sans savoir, mais du coup cette phase 1, soit elle fonctionne pas, soit elle s'allonge. Voilà, en fait, les patients, ils ont 1000 questions. C'est pas compliqué, mais c'est complexe. C'est beaucoup de choix qui sont simples, mais qui sont nombreux. Et si on est tout seul, on s'y perd. Dans quel ordre je vais réintroduire les FODMAP, les familles? Et si je fais sans gluten, comment je fais par rapport au FODMAP? Est-ce que si je mange ma pomme en compote, est-ce qu'elle va être moins riche en FODMAP? Ça va mieux passer. Si je veux mettre l'ail dans l'huile, je fais revenir ma poêle et puis je le retire à la fin, est-ce que ça passe? Je vous le dis, ça marche pas. Qu'est-ce que je vais manger au petit déjeuner? Quel restaurant je peux aller? Qu'est-ce que je mange dans un apéritif? La cuisson vapeur, est-ce que du coup c'est plus faible en FODMAP aussi? Comment je fais pour remplacer le blé? Bref, ça c'est vraiment que des centaines de petites questions. C'est des vraies questions ultra courantes des patients auxquelles il faut avoir réponse. C'est pas simple, et souvent le patient se rend compte que c'est après avoir galéré pendant des mois qu'il aurait dit ouais, en fait j'aurais dû me faire accompagner. Il est perdu entre la phase 1 et 2, quelque part dans les limbes, et ça prend beaucoup de temps. L'accompagnement, c'est vraiment une personnalisation, parce qu'il n'y a pas deux syndromes d'intestin irritable identiques. Il faut adapter aux troubles du patient. S'il est orienté plutôt constipation ou diarrhée, ça n'a rien à voir. Il faut adapter à son mode de vie, à son niveau et ses envies culinaires, à ses habitudes alimentaires, à son budget.
Et puis, bien sûr, les comorbidités qui peuvent y avoir, qui peuvent complexifier la tâche. S'il y a un diabète et qu'on rentre dans les logiques de glycémie, les restrictions supplémentaires, ça rajoute. Moi, voilà, je suis pas un ayatollah des FODMAP, hein. C'est pas une baguette magique, c'est vraiment un pilier, c'est un point à voir parmi une vision globale. Il faut faire le point, bien sûr, avec votre patient sur l'hygiène de vie. Ça, c'est vraiment l'intérêt du professionnel de santé, hein. On sait que le stress, ça a un impact qui est direct sur la digestion, qui est un paramètre très courant pour ce genre de patient. Est-ce qu'il est déclencheur ou aggravateur? Ça dépend des gens. Et puis là, on voit que des pistes sur la sophro, la méditation, le yoga, ça marche très bien avec ces patients ici, et il y a des niveaux de preuve qui sont vraiment très intéressants. Donc c'est votre rôle d'orienter aussi le patient là-dessus, faire le point sur l'activité physique, parce que bien sûr son impact sur la digestion et la réduction du stress est très intéressante. La qualité du sommeil aussi, vous le savez, sur le fonctionnement de ce système digestif, ça marche, c'est important. Côté équilibre alimentaire, vu qu'on enlève beaucoup de choses, faut faire en sorte qu'il y ait quand même préservé une diversité alimentaire le plus possible. Les fibres, on en enlève beaucoup quand même avec les FODMAP. Il y a beaucoup de fibres fermentescibles, mais pas toutes. Donc comment est-ce qu'on peut garder un équilibre intéressant et d'avoir des céréales et des fruits et légumes pour un FODMAP pour intégrer tout ça? Il faut faire attention à ça. L'hydratation, bien sûr, et puis le rythme des repas, prendre le temps de manger ou la régularité des repas sont aussi importants. Donc c'est un tout. Ça, c'est une étude sérieuse qui date de 2020, publiée en 2020. C'est des patients à qui on a recommandé de suivre un régime FODMAP. J'aime beaucoup parce qu'on voit bien l'impact de faire ça seul. Et là, c'était dans le cadre d'un accompagnement avec des diététiciens. On voit bien que un patient en solo, la phase 3, plus des 2 tiers n'y arrivent pas. Alors que, vous voyez, même en étant accompagné, c'est quand même pas magique. Et voilà, on était 65, je vous parlais de 70%, ça tourne autour de ça. Donc même là, il y a quand même des gens qui n'y arrivent pas, mais se faire accompagner, clairement, ça double les chances de succès. Et le niveau de preuve, et puis plus les praticiens et les ressources disponibles augmentent, et meilleurs sont les taux de réussite. Donc voilà, pour moi, l'association parfaite, c'est vraiment l'accompagnement d'un professionnel de santé pour la mise en place, la personnalisation, la réintroduction, la réponse aux questions, et un outil comme FODMAPédia, parce que c'est vraiment juste pour connaître la teneur en FODMAP de chaque aliment. Je pense que vous avez une assez faible valeur ajoutée de savoir que la noix de coco, jusqu'à combien de grammes, et vous faire parasiter vos consultations. Il faut mieux garder le temps pour autre chose. Mais je vous explique justement ce que c'est un peu FODMAPédia. C'est vraiment ce moteur de recherche d'aliments. C'est un site web et c'est une application qui sont gratuits. Alors, on peut les tester sans créer de compte gratuitement. On tape n'importe quel aliment et on voit s'il est faible, riche, et si oui, jusqu'à combien de grammes et dans quelle famille il peut poser problème. Je vais vous faire une petite démonstration vidéo d'1 minute. Ça sera beaucoup plus clair et rapide. Normalement, vous voyez la vidéo dans un instant. Suivez votre régime FODMAP. Alors voilà pourquoi FODMAPédia, c'est un choix parfait pour les francophones. Je vous montre ça. FODMAPédia, c'est un moteur de recherche d'aliments. Ça vous donne la teneur en FODMAP des aliments, ça vous donne des astuces, des détails concrets, ça va vous donner des photos, voir les portions, voir à quoi ça ressemble, une portion faible, modérée pour éviter de sortir sa balance tout le temps, et ça vous donne des substituts. Là par exemple, avec la patate douce, vous pouvez voir que la carotte, le panais ou les pommes de terre, si c'est trop riche, vous pouvez la remplacer par ça. Vous pouvez consulter des listes d'aliments. Donc là par exemple, c'est les aliments autorisés en phase 1, classés par catégorie. Et s'il manque des aliments, demandez et en 48 heures, c'est ajouté. De plus en plus de diététiciennes recommandent FODMAPédia, surtout par rapport à l'application australienne dont la base de données est bien moins adaptée. Gratuit pour tous, les membres premium débloquent l'intégralité de la base de données. FODMAPédia, c'est l'appli FODMAP que j'ai conçue pour nous, les francophones qui souffrent du syndrome d'intestin irritable. Essayez-la! Voilà, donc citez cette appli, c'est vraiment gratuit pour tous, et il y a une version premium qui est à 4,99 € par mois. Les gens généralement restent quelques mois ou une année, et ils ont accès, qu'est-ce que ça débloque? Il y a plus de fiches d'aliments, il y a des fiches d'ingrédients qui sont enrichies, vous voyez, ces substituts, ces photos de portions, c'est vraiment fait pour faciliter le quotidien, parce que c'est diablement concret et pratique.
et qui a aussi la fonctionnalité des listes FODMAP qui plaît beaucoup. Donc voilà, FODMAPédia, hein, ça a été lancé en 2019. Quand c'est pas mis à jour chaque jour, c'est hebdomadaire. C'est basé sur la science, c'est basé sur c'est complètement compatible avec la méthodologie et les données de Monash. Hein, c'est pas réinventé. Et voilà, il y a eu plus d'1 million d'aliments qui ont été cherchés par des dizaines de milliers d'utilisateurs et des associations comme l'ADL ou l'APSI, l'association des patients souffrant du syndrome d'intestin irritable, reconnaissent l'utilité de cet outil-là et en parlent. Voilà, Flavie Simplicure m'a demandé un petit cadeau pour vous et pour les professionnels de santé. Moi, j'offre 30 jours gratuits et vous mettra le lien quelque part. Vous pouvez tester gratuitement, comme ça, moi, de toute façon, c'est pour que les professionnels le recommandent. Pour moi, il faut que vous en soyez vous-même convaincu, donc vous voyez par quoi les patients passent, et vous pouvez tester ça gratuitement pendant 30 jours. Et pour les pros de santé, il y a un tableau de bord où vous pouvez vous aussi inviter vos patients à profiter d'un essai gratuit. Voilà, c'est 14 jours pour les particuliers, mais vous pouvez inviter vos patients, et je suis complètement transparent. Vous voyez le statut d'inscription, vous voyez s'il est toujours invité, s'il a créé son compte, voire même si la personne prend un compte payant derrière. Moi, je suis transparent là-dessus, aucun problème. Et vous voyez son utilisation, le nombre d'aliments qui ont été recherchés, et le dernier jour qui a été utilisé. Donc, vous voyez un peu l'utilisation, si la personne s'en sert réellement ou pas. Et ça, ce tableau de bord, même si vous n'avez pas d'abonnement premium, c'est accessible. Je me doute bien que vous n'êtes pas tous spécialisés trop digestifs et que quand vous avez un patient pertinent, ça peut toujours être utile. Donc voilà, c'est fini pour la promo, j'essaie de faire ça rapidement. Je voulais faire le point pour terminer avec vous sur les contre-indications de ce protocole FODMAP, et on va parler un peu de la méthode allégée. Donc, côté contre-indication, il y a quand même, bien sûr, du côté des TCA, qui soient actifs ou des antécédents, parce que quand même, le risque de rechute est clairement pas neutre. Et voilà, c'est pas idéal pour ces patients-là. La rigidité alimentaire et l'obsession, ça va pas bien avec la rigueur qui est demandée pour la phase 1 et la phase 2. Les patients qui ont une perte de poids involontaire ou très dénutris, bon, clairement, il y a un risque nutritionnel, et puis peut-être qu'il faut identifier une possible pathologie qui est dessous, à vous de creuser ou d'envoyer vers d'autres médecins, parce qu'il faut creuser ça. Si le patient a d'autres restrictions alimentaires importantes, des allergies multiples, végétalisme, le protocole, ça peut devenir trop complexe ou risqué nutritionnellement, donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Pas le plus recommandé, ouais. Les enfants, protocole non recommandé, sans suivi spécialisé, mais si oui, ça marche bien, c'est efficace. Les personnes âgées ou en santé fragile, un peu pareil. Bon, là, il y a des besoins nutritionnels qui sont élevés, et le protocole peut être difficile à appliquer pour eux, mais bon, ça marche bien. Grossesse allaitement, on n'a pas trop de recul dessus, puis il y a des carences, donc on évite généralement. Je reviens sur VG, vegan, parce que ça reste possible. Je vous ai plutôt dit non, mais moi je mettrai de ce que je vois en pratique. Je vois que ça fonctionne quand le professionnel de santé qui accompagne la personne est spécialisé de troubles digestifs, et que cette personne soit aussi généralement elle-même spécialisée VG, vegan, et généralement cette personne l'est elle-même, parce que là, il faut plein de petites astuces du quotidien, savoir quoi manger pour guider la personne. Si la personne, c'est vraiment difficile, je connais quelques noms de professionnels, si jamais vous voulez recommander. Honnêtement, il n'y en a pas beaucoup, c'est pas évident de combiner les deux. En fait, pour beaucoup de ces profils, ou simplement quand le protocole complet n'est pas possible, il y a une alternative plus souple que l'Université de Monash a développée, je crois que c'était vers 2020, c'est relativement récent, elle est moins contraignante, méthode allégée ou simplifiée, les noms qu'on peut voir passer. Donc le principe, c'est de simplifier sans supprimer totalement. En fait, on évite uniquement les aliments qui sont très riches et très courants dans l'alimentation. Et en fait, on a une liste d'aliments qui est très courte. Donc l'ail, l'oignon, le blé, les légumineuses, lactose, bien sûr, les produits très riches en lactose. Donc voilà, on réduit les quantités, mais il n'y a pas d'éviction stricte de tout un groupe, comme avec la méthodologie un peu standard. En fait, c'est pertinent pour les patients qui ont des symptômes digestifs modérés à intermittents,
enfants, personnes âgées, vraiment, vraiment intéressant. Les patients anxieux ou démotivés, ceux qui veulent pas rentrer dans la rigueur nécessaire, c'est vraiment intéressant. Et c'est pas rare qu'en fait ce soit un préambule pour le protocole complet. Ok, la personne a pris confiance dans la méthode, elle a bien vu déjà des bénéfices au bout d'un moment sur la réduction de ses symptômes, mais il en reste, donc pouvoir basculer après sur le protocole complet, adapter, faire des bouts. On a déjà des bouts de réponse, de toute façon, ça peut l'accélérer. C'est vraiment intéressant. Moi, j'aime bien aussi dire que c'est une méthode qui est intéressante pour les médecins qui hésitent à prescrire les FODMAP en première intention, parce qu'ils sont rebutés par la complexité ou la peur de l'échec. Bon, voilà, quelque part, je préfère que peut-être qu'un médecin va parler à son patient de cette méthode plutôt que de lui tenir un discours anti-FODMAP, quand c'est pertinent, parce que le profil du patient le nécessite. Pas de problème, c'est pas pour tout le monde, mais on a l'impression qu'ils entre guillemets prescrivent à trop peu de monde ou sur le bout des lèvres. C'était mon cas, c'était vraiment sur le pas de la porte. Merci, au revoir. Sinon, il y a les FODMAP. Au revoir. Après, on se retrouve sur Internet complètement perdu. Donc ouais, voilà, c'est vraiment moins contraignant. Ça peut suffire à réduire les symptômes dans 30 à 50% des cas. Et puis voilà, vous préservez une diversité alimentaire et vous préservez une relation apaisée à l'alimentation. C'est quand même pas rien pour différents profils. Donc c'est pas une solution magique, ça marche pour certains, mais après il faut pas se dire que c'est l'avenir pour tous les patients et que quand un patient coche les cases du protocole standard, il faut quand même lui recommander le protocole standard. Voilà, je termine, c'est ma dernière slide. Je voulais faire pour vous, si vous voulez vous former beaucoup plus sur les FODMAP, voilà un peu ce qui se passe dans le monde français, qui pour moi qui est disponible et qui est sérieux. Bien sûr, l'université de Monash, qui est peut-être la plus belle aura de la formation. Si vous êtes un peu spécialisé de troubles digestifs et que vous avez la formation, la certification Monash, c'est peut-être l'idéal ou à avoir. C'est en français depuis pas très très longtemps. Grâce à une fondation lilloise qui s'appelle Digest Science, qui a proposé à Monash de le traduire en français à leurs frais et qui, du coup, en échange, demande rien, je ne pas de commission, et ils ont demandé un code promo, donc il y a 20% pour, voilà, et ça c'est le prix après le code promo. Donc un grand merci à Digest Science, parce que voilà, pour moi, c'est le genre d'initiatives qui sont à soutenir, et c'est complètement en autonomie en ligne, et voilà, on peut compter 35-40 heures pour le compléter. Le CFDC, peut-être que vous connaissez de Florence Saffer, le Centre de formation diététique et du comportement. Ils ont formé beaucoup de gens avec Blanche Vidal-Solaire, qui est spécialisée de troubles digestifs, une diète spécialisée FODMAP. C'est un mix, c'est de visio et d'autonomie. Ils ont pris deux formations, c'est deux formats, voilà, de 12 heures et de 14 heures. J'aime beaucoup la formation aussi d'Anne-Charlotte Jallet, qui a créé NutriScience. C'est une diète et son programme Tractus 2000, voilà, il est extrêmement concret. Vous voyez, 5-7 heures, c'est condensé. Et c'est vraiment une diététicienne qui a fait pour la diète, pour les diètes, va vraiment donner des arbres décisionnels pour voir comment agir en fonction des patients que vous avez. Et puis, c'est tout bête, mais elle propose tout ce qu'elle donne beaucoup d'outils en PDF ou même en format Canva. Je sais que les diètes aiment bien pouvoir se le réapproprier. Vous le mettez à vos couleurs et vous l'adaptez. Et voilà, des outils extrêmement concrets. Julie Delorme, qui est peut-être la pionnière en France, des FODMAP. Et qui a sur son site, vous trouverez quelques modules de formation qu'on peut faire en autonomie. Et pour terminer, ces trois, l'ISA, la FDN, donc l'Association française des diètes nutritionnistes, et le CNAM, donnent une journée ou 2 fois une journée à Paris en présentiel. Donc là, c'est une sorte, on va dire, une grosse intro au FODMAP. Je pense pas que ça suffise pour accompagner parfaitement des patients, mais c'est une très bonne formation pour se lancer. Et si vous êtes diète, il y a le fonds interprofessionnel des formations des professionnels libéraux, ça peut prendre en charge une bonne partie du coût. Et donc voilà, toutes ces formatrices et formateurs, à part Florian Saffer, ils sont tous vraiment spécialisés de troubles digestifs, FODMAP, et maîtrisent vraiment très bien le sujet.
et alors, certainement d'autres, mais je connais, il y en a au moins 3 qui font de la supervision. Si vous voulez aller plus loin, je pense que c'est intéressant dans votre pratique. Cindy Rojo, Julie Delorme et Benoît Diagne sont des pros qui sont spécialisés et qui font de la supervision. Voilà, je vous ai brossé un parcours un peu global. On va passer aux questions-réponses. Je laisse la main peut-être à Flavie. Merci beaucoup, Emmanuel, du coup, pour cette belle présentation. Au vu des commentaires qu'on reçoit, je pense effectivement que c'est un outil qui peut être intéressant pour les consultants qui auraient besoin effectivement, en plus de l'accompagnement, d'être aiguillés au quotidien. Donc, on va revenir évidemment aux différentes questions et on va prendre le temps de vous répondre. Je vais juste, avant ça, le temps aussi de te laisser peut-être boire un petit coup d'eau et reprendre ton souffle. Prendre le temps de vous présenter du coup Simplicure, qui vous présentait aussi aujourd'hui ce webinaire du coup avec Emmanuel. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas, Simplicure, c'est un outil ici qui va plutôt être à viser des praticiens. Donc, l'idée de Simplicure, c'est de faciliter la recommandation de compléments alimentaires en regroupant sur un seul site tous les laboratoires, tous les compléments alimentaires dont vous pourriez avoir besoin. L'idée, c'est vous simplifier votre vie, simplifier le suivi, où vous faites votre recommandation avec les compléments alimentaires. Et du côté du patient aussi, c'est intéressant puisqu'il y a un seul endroit où commander, une seule fois des frais de port, un seul colis à récupérer. On sait que dans la mise en place de changements hygiéno-diététique, ça peut être compliqué. Donc, si on facilite la mise en action, ça aide aussi évidemment à avancer dans le protocole. Donc, je vais peut-être juste prendre 1 minute pour vous partager mon écran et vous montrer un peu comment ça se présente. C'est vraiment très intuitif et très facile d'utilisation. Donc, quand vous êtes sur Simplicure, vous arrivez ici sur cette page d'accueil. Vous avez notamment accès à l'académie. Et donc, dès cet après-midi ou demain, vous aurez le replay de ce webinaire. Il y a tous les autres replays aussi qu'on a, des webinaires qu'on a organisés. Donc ça, c'est vraiment dans cette idée de pouvoir être dans la formation continue. Ensuite, l'objectif, du coup, ça va être de créer une recommandation. Et donc, en créant une recommandation, vous allez accéder au catalogue qui regroupe maintenant plus de 2600 produits, donc autant dire qu'il y en a vraiment pour tous les besoins. Et donc, l'idée, c'est que vous allez pouvoir naviguer. Évidemment, il y a des filtres qui sont mis en place pour vous permettre de chercher, de trouver ce dont vous avez besoin. Par exemple, notamment, si on dit objectif santé, syndrome de l'intestin irritable, plutôt troubles digestifs. Vous allez pouvoir retrouver tous les compléments alimentaires qui peuvent être adaptés pour les troubles digestifs. Et donc, il ne vous reste plus qu'à les ajouter à votre panier, à spécifier s'il y a des dosages particuliers, la posologie avec laquelle vous souhaitez que votre patient prenne ces compléments. Et puis alors, il ne vous reste plus qu'à mentionner les coordonnées de votre patient et il recevra un mail de notre part avec un lien pour récupérer ces compléments alimentaires. Vous pouvez aussi là copier le lien et le mettre si vous faites un protocole ou un petit mail récap. Donc voilà, c'est vraiment très, très, très intuitif, très facile. Si vous ne connaissez pas encore et si vous n'êtes pas encore sur l'application, je vais vous mettre un petit lien aussi ici pour que vous puissiez cliquer dessus. Alors, un de mes collègues prendra contact avec vous pour vous présenter et vous inscrire sur Simplicure. Donc voilà, vous l'avez compris. Avantage pour vous, avantage pour votre patient. Simplicure, c'est gratuit. Donc là aussi, ça ne coûte rien de tester et de voir si ça peut vous convenir. Il y a d'autres webinaires aussi qui sont prévus. On en fait plus ou moins un chaque semaine. Donc n'hésitez pas à vous inscrire au prochain. Et voilà, on peut passer, si ça te va Emmanuel, aux petites questions qu'on a reçues. Avec plaisir. Super. Alors, la première de Anne-Sophie, elle nous demandait « Quelle procédure recommandez-vous face à des douleurs intestinales ou des ballonnements, indépendamment de la consultation gastro-entérologue ?» Oui. Non, alors, je sais pas quel est votre métier exactement. Non, moi, je botte en touche parce que, comme je vous l'ai dit au début, moi, je considère que j'ai pas de légitimité médicale là-dessus. Moi, ma spécialité, c'est vraiment la partie très concrète sur les aliments, les recettes, et que chacun son rôle, et que je suis pas la bonne personne pour répondre à cette question-là. C'est ça, oui, c'est peut-être plus se tourner vers d'autres praticiens qui seraient alors spécialisés ou, comme tu le disais, se former auprès des différents formateurs et formations qui existent.
Ah, mais c'est sûr, le diagnostic est clé, hein, faut pas se tromper entre. Il y a eu des études sur une cohorte de patients qui s'est auto-diagnostiqué SI et ils se sont rendus compte qu'il y en avait les 2 tiers qui n'avaient pas un SI selon. Voilà, le SI, hein, c'est les critères de ROM4, hein, vous pouvez chercher. Normalement, un gastro-entérologue doit suivre les critères de ROM4. C'est le consensus mondial. Il faut cocher certaines cases, des troubles digestifs de plus de 6 mois. Si c'est constipation, ça va ouvrir un arbre avec quelques questions. Donc, à part, il n'y a pas forcément de. Je sais qu'il n'y a pas forcément de tests biologiques, même si quand même très souvent il faut quand même les IgA pour exclure la maladie cœliaque. Voilà, c'est un arbre, c'est un diagnostic par défaut. C'est quand on a exclu toutes ces autres maladies, Mickey, cœliaque, éventuellement cancer, s'il y a du sang dans les selles, oui, non, ça ouvre des pistes. Tout à fait, très clair. Merci. Tu as partagé un tableau qui comparait la réussite quand on était accompagné ou pas. Marie demande la source de ce tableau. Oui, je la colle quelques instants. Je l'ai là, dans le chat. Je crois que je me la suis mis dans les petits commentaires. Ouais. Une étude PubMed. Super. Ouais, une étude canadienne-australienne. Merci. Daniel qui demandait du coup, est-ce que pour toi les tests analyses dans des laboratoires spécifiques, par exemple d'hyperperméabilité intestinale, d'intolérance alimentaire, c'est indispensable avant de se lancer dans le protocole? Ouais, là on parle des tests IgG, je pense, très courant. Effectivement, c'est une patientèle qui vient forcément découvrir ça, en entendre parler. Moi, je suis pas du tout pour cette méthode-là, parce que le consensus médical est absolument contre ces tests-là. Je sais qu'il y a certains praticiens qui vont quand même les recommander. Mais bon, a priori, ça dénote d'une exposition dans sa vie à un aliment et absolument pas à une réelle intolérance. Et d'ailleurs, il pose problème, hein, ce test. Hein. Il y a 100% des gens qui font ce test-là qui ressortent avec une liste d'intolérance alimentaire. C'est le seul test scientifique au monde qui a 100% de réussite. Alors forcément, les gens sont très contents parce qu'on leur dit, bah voilà, vous c'est ça, ça, ça. Et les gens sont désespérés, ils veulent des réponses claires comme ça. Mais bon, apparemment, c'est à bannir. Ok. Par rapport à la phase 2, est-ce qu'au niveau de la réintroduction, c'est chaque catégorie de FODMAP qu'il faut réintroduire sur 6 à 8 semaines ou c'est la durée totale de réintroduction qui doit durer 6 à 8 semaines? Non, c'est l'ensemble des réintroductions qui peuvent être faites en 6 à 8 semaines. Oui. Il y a un protocole. En fait, on va venir. Alors, entre la recommandation officielle de Monash et ce que je vois en pratique, je crois qu'à peu près tous les diètes et naturaux font ça à leur sauce et c'est normal. Donc il y a plus ou moins de rigueur, mais Monash dit, bah voilà, le premier jour, déjà il faut avoir pas de troubles les jours précédents, très peu. On va réintroduire la quantité modérée. Si vous connaissez l'application de Monash, on vous donne la portion verte, la portion modérée, orange, et la portion rouge, forte. Donc voilà, on va faire quelques jours, on va manger la portion faible, on voit ce que ça donne, on attend, je ne sais plus exactement en tête, mais 2-3 jours, ça passe bien, on passe à la quantité modérée de cet même aliment, ça passe bien, on passe à la 3e, ça passe bien, bon bah fantastique, cet aliment-là, cette famille-là, on peut la réintroduire à la fin du protocole, à la fin de la phase 2. Il faut quand même, en fait, la phase 2, il faut garder les restrictions de la phase 1. Sinon, ça va venir fausser les résultats, malheureusement. Ok. Est-ce que du coup, il y a pour toi une catégorie par laquelle il faut commencer à réintroduire? Oui, alors il n'y en a pas d'officiel, il n'y en a pas une plus que l'autre. On dit que ça peut être la catégorie qui manque le plus aux patients. J'aime beaucoup ça parce qu'effectivement,
Dans les faits, on voit que, moi je sais qu'à titre personnel, on peut aussi commencer par celle sur laquelle on pressent les réponses. Voilà, si on sait de base on sait qu'on a des problèmes avec le lactose, bon, c'est pas la peine de faire traîner, de le faire en dernier. Le but, c'est de trouver sa tolérance, parce que c'est pas tout ou rien. Manger, c'est tout bête, mais quand on veut bien nourrir son microbiote et quand on voit que en fait, il y a quand même la plupart des fromages qu'on peut les manger et qu'on peut manger un tiers de yaourt avec les probiotiques qui sont à l'intérieur, bah, c'est intéressant de s'intégrer un peu tous les jours. Sur le long terme, ça va faire une différence. Mais dans les faits, peut-être la famille, les deux familles qui posent le plus de problèmes en règle générale, c'est les fructanes et les galacto-oligosaccharides. Donc on va retrouver dans le blé et les légumineuses ail et oignon. Voilà, quand ail, oignon, blé, les fructanes, si on fait le test rapidement et qu'on se rend compte que ça passe bien, c'est quand même très... Enfin, soit ça soulage, si on peut les réintroduire, mais même si on sait que c'est ça, bah, ça soulage aussi, parce qu'on a une réponse et on peut avancer. Il faut engranger les petites victoires. Tout à fait. Super. Merci. Petite précision du coup de Daniel et Nathalie, qui parlaient par rapport aux, analyses qui peuvent être faites dans les laboratoires. Elles parlaient plutôt de la porosité intestinale, donc qui peut être fait par LBP, LPS, sonuline. Maintenant, je ne sais pas si de nouveau, toi, c'est quelque chose, avec lequel tu es à l'aise ou de nouveau, il faut peut-être plus se référer à Non, je maîtrise pas, et là, c'est un peu comme tout ce qui touche autour du SIBO. Pour le coup, voilà, moi je suis très à l'aise quand il y a un consensus médical, et je vous referai un état de l'art. J'ai l'impression que ce qui est SIBO et leaky gut, porosité intestinale, il y a pas. Justement, il y a ce que j'appelle des guerres de chapelle, que ce soit chez la médecine très allopathique ou même complémentaire alternative. Chacun a sa méthode, chacun a son parti pris, et on entend de tout. Donc, difficile. Honnêtement, difficile aujourd'hui. Oui, tout à fait. OK, merci. Bon, c'est peut-être, la dernière question qui est peut-être un peu plus personnelle. Anne-Sophie qui demande, bah, est-ce que toi, aujourd'hui, tu n'as plus de douleur intestinale? Est-ce que tu as pu identifier la cause de tes troubles et comment est-ce qu'au final tu vis? Alors, la cause, le déclencheur, non, c'est le déclencheur, aucune idée. Et maintenant, j'ai réintégré 99% de l'alimentation, parce qu'effectivement, après avoir fait un parcours FODMAP, pas dans les règles de l'art, parce que je trouvais pas, moi, de professionnels de santé pour m'accompagner, et il y en avait, mais que en visio, et je voulais quand même quelqu'un à côté de chez moi. Je recommande beaucoup d'aller, il vaut mieux aller voir quelqu'un qui maîtrise le sujet, quitte à être en visio. Le Covid a bien fait les choses pour motiver tout le monde à faire ça. C'est rentré dans les mœurs. Et justement, il y a eu ces paliers. C'est comme c'est de la même façon que laquelle c'est arrivé. Les troubles sont repartis parce que peut-être que il y a eu la période Covid aussi, hein, quand on mange pendant des semaines chez soi et qu'on peut 100% maîtriser ce qu'on mange, c'est beaucoup plus facile. Mais au bout d'un moment, je voyais qu'en faisant des écarts, j'ai quand même beaucoup moins de petits troubles digestifs. Et du coup, moi, j'ai eu des sortes de paliers. Et puis j'ai réintégré telle famille. Et puis 6 mois, 1 an après, j'ai réintégré ça. Donc, ce que je vous ai dit, c'est pas issu de mon expérience personnelle, hein. C'est retest, c'est vraiment la méthodologie officielle. Et je ne l'avais pas forcément fait consciemment, moi, ces tests. C'est en voyant parce qu'en fait, on fait tout le temps des écarts qu'on paye toujours un petit peu, mais bon, quand on sait, quand on les connaît et qu'on peut les attendre, c'est beaucoup plus facile à vivre. Et du coup, voilà, j'ai un autre payé quelques mois plus tard. Et maintenant, quasiment 100%. Je le vois chez beaucoup de gens qui se sont qui sont un peu comme moi, à professionnaliser sur les FODMAP. Je vois beaucoup de professionnels qui ont eu ce même parcours au bout de quelques années. En fait, ils ont tout réintégré. C'est pas le cas de tous, malheureusement, mais si c'est pas tous, c'est plusieurs familles. Donc, il y a un gros message d'espoir. Et moi, je trouve que dans les FODMAP, il y a, ou le syndrome d'intestin irritable, ce que j'appelle un biais du guéri clandestin. C'est que toutes les personnes qu'on voit sur les groupes d'entraide, ça peut être très désespérant, parce qu'il y a des gens qui sont là depuis des années, c'est des gens qui n'ont pas trouvé des solutions à leurs problèmes, alors qu'il y a quand même énormément de gens pour qui ça a bien marché.
et qui, ces gens-là, ils sont très contents de disparaître des radars, ils sont plus sur les groupes, ils sont plus sur Instagram, ils viennent plus participer. Et donc, dire ça fonctionne et très bien, c'est important pour moi, donc c'est quelque chose que je veux faire plus souvent. Oui, je pense que du coup, c'est une belle note d'espoir de se dire qu'en mettant les bonnes choses en place, on peut arriver à une qualité de vie retrouvée. Oui, je vois une question de Nadine. Substitut du blé, est-ce qu'on la prend? On la prend. Oui. Alors, avant tout, hein, le blé n'est pas notre ennemi, ça dépend des quantités, mais comme je le disais, ça peut être, pour le cas du pain, une faible quantité, une tranche de pain, 2 tranches de pain peut marcher. Et si on reste sur le pain, si on voit le temps de repos, si le boulanger, en gros, fait ça de façon très, très artisanalement, moi j'ai un boulanger à côté de chez moi, il fait reposer ses pâtons 48 heures avant de les mettre au four. Il y a un phénomène de digestibilité de ces FODMAP qui se réalise avant la cuisson. Donc, plus cette poussée, ce temps de repos est long, et plus ce pain, au final, va être digestible. Et c'est la même chose pour le levain. S'il y a du levain versus levure chimique, ça change tout. Donc, c'est pas égal. Il faut trouver son essai-erreur personnel. Et pour ce qui est, quand on veut vraiment remplacer complètement, c'est un mélange de maïs, de riz. Il faut surtout pas confondre les FODMAP avec le gluten. Si vous avez beaucoup de patients j'aimerais terminer là-dessus, beaucoup de patients qui sont sans gluten, sans lactose, je ne dis pas que c'est le cas de tous, mais il y en a beaucoup, on se rend compte que ce sont des gens qui sont très certainement non diagnostiqués syndrome d'intestin irritable. S'ils sont allés voir le médecin, qui ont fait ce test IGA, justement, qui leur a dit vous n'êtes pas intolérant, vous n'êtes pas cœliaque, donc ils lèvent les yeux au ciel quand ils leur disent qu'ils mangent sans gluten, et pourtant ils disent ouais, mais moi je vois quand même bien que quand je mange sans gluten, ça va quand même mieux. On s'est rendu compte que ce n'est pas à cause du gluten, qui est une protéine, mais à cause des fructanes, qui est ce glucide. Les deux se retrouvent dans le blé, mais ça change beaucoup les choses, parce que la farine de lupin ou la farine de châtaigne, qui sont sans gluten, sont riches en FODMAP. Donc, un patient qui va se faire son gâteau avec la farine de châtaigne, il va avoir mal au ventre, il ne va pas comprendre pourquoi. Mais oui, parce que c'est sans gluten, mais il y a ça. Donc, c'est une clé de compréhension qui, là, rentre dans un cadre scientifique costaud, qui gagne aussi, qui est depuis des années, mais ça met du temps à faire son chemin. Et les gens sont rassurés avec ce cadre-là. Donc, il faut refaire un peu le point avec les FODMAP, mais pour certains, très intéressant. Puis la lactose, vous l'avez vu, il est aussi déjà dans le cadre du FODMAP, mais c'est pas sans lactose, c'est faible, ça change tout. Tout à fait. Super, très clair. Merci beaucoup. Je remets peut-être dans la discussion aussi le lien pour vous inscrire et télécharger FODMAPédia. Comme ça, vous profitez de ce mois gratuit pour tester. Emmanuel, un tout grand merci pour cette présentation de qualité, pour ton retour d'expérience et pour tous ces partages. Je pense que ça a énormément plu. Merci beaucoup Flavie, merci à toutes et à tous. Au revoir, à bientôt. Au revoir, bon après-midi.